Ces sociétés secrètes ont mis en place des systèmes pour vous rendre loyal, obéissant et s'assurer que vous ne les trahirez jamais. Donc, la seule façon de contourner ce problème, c'est de créer plusieurs personnalités. N'est-ce pas? Parce que, littéralement, vous êtes une personne différente selon les circonstances. Et donc, ils ne peuvent jamais vraiment savoir ce que vous pensez. Les espions ont cette compétence. Quand on recrute des espions, la compétence principale recherchée, c'est la dissociation. Est-ce que cette personne est capable de se dissocier rapidement de qui elle est? Un manque d'empathie, en gros. Ce sont tous des psychopathes, en fait. Donc, dans la vraie vie, dans un jeu, c'est la personne avec plusieurs personnalités qui l'emporte. Le problème, cependant, c'est que si on retourne en Égypte, le pharaon naît à cette position. Donc, maintenant, la question est, est-ce qu'on peut prendre une personne et créer plusieurs personnalités à partir de cette personne? Et la réponse est oui. Je vais vous montrer comment faire. Au fait, le mot qu'on utilise pour ça, c'est psychopathe. D'accord? Très bien. Si vous avez plusieurs personnalités, vous êtes un psychopathe. Bon, je vais vous montrer comment ils faisaient ça en Égypte. Rappelez-vous, un pharaon naissait à cette position. Donc maintenant, les prêtres qui contrôlent le pharaon doivent former ce prêtre à avoir plusieurs personnalités. Le mystère aujourd'hui, c'est comment faisait-il cela? Encore une fois, on ne sait pas, mais je vais spéculer sur la façon dont ils auraient pu faire. Donc si vous regardez la mythologie égyptienne est différente de toutes les autres mythologies du monde. Il y a la mythologie grecque, la mythologie chinoise, la mythologie babylonienne, mais la mythologie égyptienne, elle, est unique. Je vais donc vous expliquer les grandes lignes de la mythologie. C'est très simple. Il y a donc 3 personnages principaux dans la mythologie. Il y a Ré, le dieu du soleil, il y a Osiris et il y a Horus. Ce sont les 3 principaux dieux que les Égyptiens vénéraient. Ré est celui qui a donné la vie à l'univers. C'est un dieu solaire. Osiris est le dieu de la civilisation, c'est lui qui a construit l'Égypte. Et Horus est le dieu de la royauté, de l'empire. C'est lui qui apporte la stabilité au trône. Donc il y a différentes histoires associées à Ré, Osiris et Horus. Ré. Ce qu'il fait, c'est que chaque nuit, il descend dans le monde souterrain et il combat le serpent, Ophit. Chaque nuit, Ophit, le serpent, essaie d'avaler le soleil pour empêcher le soleil de se lever. Donc Ré doit le tuer chaque nuit. Et il y a différentes façons dont il tue Ophit. Parfois, il poignarde. Ophit avec un couteau. Parfois, il utilise une lance. Parfois, il brûle Ophit. Parfois, il étrangle aussi Ophit. Mais il y a différentes façons dont il le tue. Mais rassurez-vous, il tue Ophit chaque nuit pour que le soleil puisse se lever le matin. Si un jour, Ré ne parvient pas à vaincre Ophit, eh bien, il y a une éclipse solaire. Le soleil ne peut pas se lever, mais rassurez-vous, Ré finira par le vaincre. Tôt ou tard, donne naissance à Osiris. Alors, Osiris est un grand pharaon, mais son frère Seth, ça se prononce Seth, mais ça s'écrit Seth, est jaloux. Il veut le trône, alors il piège Osiris. Un jour, il dit à Osiris, « Regarde, j'ai construit un tombeau. Et ce tombeau est vraiment confortable. » Et donc Osiris dit « Oh, laisse-moi essayer. » Alors Osiris saute dans le tombeau et il se dit « Waouh, c'est vraiment confortable. » Et bien sûr, Seth referme alors le tombeau. Puis il jette le tombeau au loin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Osiris a une femme intelligente. Lui, il est plutôt naïf, mais Isis, elle est très maligne. Donc Isis part maintenant à la recherche d'Osiris. Et Seth se dit « Ah non, je ne peux pas laisser Isis retrouver Osiris. » Alors Seth découpe Osiris en 1000 morceaux. Donc le tombeau, puis il découpe Osiris et disperse ces morceaux partout dans le monde. Mais Isis est déterminée. Alors Isis parcourt le monde entier, retrouve tous les morceaux et le reconstitue. Mais elle sait que tôt ou tard, Seth les retrouvera. Alors elle couche très rapidement avec lui, ce qui donne naissance à Horus. Et Horus veut récupérer le trône. Il part donc en guerre contre Seth. Ils ont toute une série de défis à relever. Et parmi ces défis figure la noyade. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils se transforment les uns les autres en hippopotames. Ils descendent au fond de la rivière et voient qui peut retenir sa respiration le plus longtemps. En gros, ils se noient mutuellement.
Mais il y a aussi un défi où Seth, peux-tu voir ce mot? Râpé. Il fera cela Horus car c'est un signe de domination. Mais finalement, Horus l'emporte et il devient le pharaon. Voilà donc la structure principale de la mythologie égyptienne. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment étrange. Et en tant qu'histoire, ça n'a pas vraiment de sens. Ce n'est pas une histoire géniale, mais si on ne la considère pas comme une histoire, mais comme un scénario, ça devient beaucoup plus logique, non? Ce n'est pas quelque chose à croire, c'est quelque chose à mettre en scène. Pourquoi? Parce que dans la religion égyptienne, le pharaon est littéralement la réincarnation de Rê, Osiris et Horus. Et quand on met ces choses en scène, on devient les dieux, parce qu'on possède leurs souvenirs. Alors, comment? Laissez-moi vous expliquer. Je sais que tout cela vous embrouille un peu, mais laissez-moi vous expliquer. Revenons donc à Kant. Ce que Kant nous dit, c'est qu'il existe quelque chose qu'on appelle le noumen, c'est-à-dire les choses en soi. Nous ne pouvons jamais connaître les choses en soi. Nous ne pouvons jamais connaître la réalité véritable. Nous ne pouvons connaître que les phénomènes, c'est-à-dire les choses que nous percevons. Autrement dit, nous ne pouvons pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, si l'on peut contrôler notre expérience, on peut contrôler nos souvenirs. Laissez-moi vous donner un autre exemple de cela. Vous vous souvenez de l'île aux singes? Sur l'île aux singes, comme nous en avons déjà parlé, 100 personnes sont transportées au hasard sur une île et doivent survivre. Des millions de singes mangeurs de chair. Et cette expérience les rend forts, sages et unis. Ils sont ensuite ramenés dans le monde réel et ensemble, ils conquièrent le monde. Mais maintenant, le défi, c'est comment faire en sorte que mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants héritent de mon héritage. Et la réponse, c'est par le rituel. Donc, ce que vous faites, c'est que vous emmenez vos enfants, vous les mettez sur une île, vous leur racontez une histoire, puis vous leur donnez des psychédéliques. Les psychédéliques sont des drogues qui amplifient votre expérience. Donc, vous croyez vraiment que l'histoire est en train de vous arriver. C'est comme si on vous mettait dans un film. Et ensuite, vous avez ces rituels qui vous font croire que vous avez vraiment vécu cela vous-même. Alors, si je comprends bien, c'est précisément ce que l'on appelle la programmation informatique. Et c'est le grand secret du cerveau humain. Chaque cerveau humain peut être programmé d'une certaine manière. Bon, revenons à l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une recette pour programmer le pharaon en identités séparées. Ces trois personnages, Ra, Osiris et Horus, représentent chacun une identité différente. Représentent le héros vertueux, n'est-ce pas? Osiris représente la victime passive. Et Horus représente l'enfant vengeur. Est-ce que cela vous paraît logique? Ainsi, en accomplissant ces différents rituels, je peux amener le pharaon à croire qu'il est une personne différente selon les circonstances. Ainsi, pendant que le pharaon est drogué, il est déguisé en rat. Et il prendra une effigie ou une vraie personne et il la poignardera, la percera, la brûlera ou l'étranglera. Pour avoir l'impression d'être un héros vertueux. Et ce qui va aussi se passer, c'est qu'on demandera ensuite au pharaon d'incarner Osiris. Et devinez quoi? La personne sera placée dans une tombe, découpée, et aura des relations sexuelles avec une prostituée qui fait semblant d'être prêtresse. Et ensuite, Horus sera, bien sûr, ceci. Tout cela vise donc à créer un traumatisme qui provoque une dissociation, ce qui permet au prêtre de programmer le pharaon. Est-ce que ça a du sens? Comment cela fonctionne? C'est que pendant que tout cela se passe, le pharaon subit un grand traumatisme, mais il y a toujours quelqu'un pour soutenir le pharaon, et c'est Isis, n'est-ce pas? Il y a donc un prêtre portant un masque d'Isis, utilisant la voix d'Isis pour calmer le pharaon, voire avoir des relations sexuelles avec lui, afin de rendre le pharaon dépendant d'Isis. Et maintenant, Isis devient la personne de confiance, celle que le pharaon écoutera toujours. Donc, si le prêtre veut un jour demander quelque chose au pharaon, alors tard dans la nuit, pendant que le pharaon dort ou est sous l'emprise de drogue, Isis, portant le masque, peut venir lui chuchoter quoi faire. Et dans ce système, il existe différentes façons pour le prêtre d'activer les différentes identités.
Mais le principal mécanisme, c'est l'odorat. L'odorat. Et ce que ça veut dire, c'est que pendant que tout cela se passe, il y a différentes odeurs pour différentes identités. Par exemple, pour le dieu Ré, on pourrait tout à fait imaginer de l'encens, mais pour Osiris, ça pourrait être, je sais pas moi, un bouquet de roses rouges. Qui peut vraiment le dire? Mais ce qui se passe, c'est que lorsque le pharaon est dans la salle du trône et que le prêtre a besoin que le pharaon prenne une certaine décision, le prêtre va diffuser différentes odeurs qui vont activer différentes émotions chez le pharaon, ce qui va ensuite déterminer la façon dont le pharaon prendra sa décision. Donc, il existe différents mécanismes de contrôle. Et ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que nous sommes tous comme ça, non? Parce que, par exemple, nous avons différentes identités. À l'école, nous sommes élèves. Mais à la maison, nous sommes des enfants. Quand on est dehors, on est amis, on est un ami. Au travail, on est employé. Donc, on se comporte différemment selon les circonstances. Et la circonstance active en nous une certaine émotion, une certaine identité, un certain comportement, certaines actions. Donc, nous sommes tous programmables. Mais le pharaon doit être programmé jusqu'à un certain point. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons que tu sois le meilleur joueur de football, le meilleur joueur de foot du monde entier. Personne ne peut te battre. En gros, t'es Messi. Mais un jour, pour une raison quelconque, tu te réveilles et tu perds toute ta mémoire. Tu oublies même ton propre nom. Tu oublies qui sont tes amis. Tu oublies même que tu joues au foot. Et ce qui est aussi très étrange, c'est que le monde entier oublie aussi que tu joues au foot. Donc tu erres sans but et tu n'as aucune idée de qui tu es. Et tu fais ça pendant, disons, 10 ans. Soudain, un jour, pour une raison quelconque, tu te retrouves sur un terrain de foot et quelqu'un te passe un ballon et tu le renvoies. Est-ce que tu serais toujours le meilleur joueur de foot du monde? La réponse est oui, tu le serais, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu as été entraîné. C'est la mémoire musculaire. C'est dans ton subconscient. C'est ça, l'astuce ici. L'astuce, c'est de t'entraîner d'une certaine manière. De faire de toi un robot. Est-ce que je peux transformer quelqu'un en tueur? Oui, parce que ce que je fais, c'est que je fais prendre beaucoup de psychédéliques à cette personne, puis je l'entraîne à tirer sur quelqu'un avec une arme. Et puis, pendant qu'il tire sur cette personne, j'utilise le mot acrochicadabra. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne, si elle marche avec une arme, il suffit qu'on dise le mot abrochicadabra, elle prend l'arme et tire sur quelqu'un. Donc, grâce au conditionnement, je peux transformer n'importe qui en robot. Je peux transformer n'importe qui en robot sexuel, un robot tueur, voire même un robot tueur sexuel. Et c'est ça le grand secret ici. Très bien. Donc, il y a 5000 ans, en Égypte, ils faisaient déjà ça. Mais encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est que tout cela reste de la spéculation. Et c'est vraiment important que vous doutiez de moi et que vous me remettiez en question. Parce qu'en réalité, on ne sait pas vraiment si cela s'est produit. Tous les documents ont été perdus pour nous. Et évidemment, ce serait le plus grand secret d'État de l'Égypte. Mais de mon point de vue, c'est logique, car le pharaon doit être comme ça pour survivre, n'est-ce pas? Car le pharaon a des frères qui ont conquis son trône. S'il est sympa, devine quoi? C'est donc vrai pour tous ceux qui sont au pouvoir. Si vous êtes une personne gentille qui a pitié des pauvres, vous êtes mort. Il faut donc posséder certaines caractéristiques pour être un grand leader. Et sa principale caractéristique est la dissociation.